Je me tenais là, au centre du box des accusés, les menottes au poignet. Et pourtant c'était moi qui tenais leur destin entre mes mains. Le jour où j'ai décidé de porter ce dossier au tribunal correctionnel de Paris, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Mon propre père, ce magistrat respecté de tous, allait enfin payer pour le crime qu'il m'avait forcé à endosser 15 ans plus tôt. La salle d'audience était bondée. Les journalistes se pressaient au premier rang, flairant le scandale. Mon père, assis côté partie civile avec son avocat, maître Laurent Delorme, son vieil ami de promotion, affichait ce masque impassible qu'il arborait depuis toujours. Il croyait que j'allais me taire, comme je l'avais fait pendant toutes ces années. Il se trompait lourdement. Le président entra. Le silence tomba comme une lame. À peine eut-il ouvert mon dossier qu'il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres blanchirent. Il leva lentement la tête vers moi, puis vers mon père. « Maître, murmura-t-il d'une voix rauque, ce dossier contient des éléments inattendus. » Un frisson parcourut l'assemblée. Mon père fronça les sourcils, feignant l'incompréhension. Delorme se pencha vers lui. Chuchotant frénétiquement. Je savourais déjà leur panique naissante. Tout avait commencé en 2010, dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement. J'avais 17 ans. Ma mère venait de mourir dans un accident de voiture sur la 13. Le rapport officiel, conduite en état d'ivresse. Alcoolémie 3 fois supérieure à la limite. Conductrice responsable, moi, Camille Valois, qui venait juste d'obtenir mon permis. Mais je n'avais pas bu une goutte ce soir-là. J'étais sobre. Terrified. Les mains crispées sur le volant, tandis que la voiture dérapait sous la pluie torrentielle. Ma mère, assise à côté de moi, hurlait des insultes. Une bouteille de whisky à moitié vide entre les jambes. C'est elle qui avait insisté pour que je prenne le volant malgré son état. « Tu dois apprendre à conduire dans toutes les conditions. » Camille, avait-elle crié. L'accident fut violent. Le choc frontal. Ma mère morte sur le coup. Moi, éjecté. Miraculeusement vivante avec quelques fractures. Mon père arriva à l'hôpital avant même la police. Il était déjà procureur adjoint à l'époque. Il me prit la main, les yeux injectés de larmes ou de peur, et me murmura, « Camille, écoute-moi bien. Si on découvre que ta mère était ivre, notre famille sera détruite. » Son nom traînait dans la boue. Le mien aussi. Tu es mineure. Tu t'en sortiras avec une peine légère. Moi je perdrai tout. Je le revois encore. Penché sur mon lit d'hôpital. La voix tremblante mais déterminée. Prends la responsabilité. Maquerie. Je te protégerai toujours. J'ai accepté. Par amour filial. Par peur. Par naïveté. J'ai signé les aveux qu'il avait préparés. J'ai été jugé en chambre fermée pour mineurs. Peine de prison avec sursis. Retrait de permis. Travaux d'intérêt général. Ma vie brisée à 17 ans. Mais mon père, lui, continuait son ascension fulgurante jusqu'à devenir président de chambre à la cour d'appel. Pendant 15 ans, j'ai porté ce secret comme une tumeur. J'ai changé de nom. Fui Paris. Vécu à Lyon sous une identité presque effacée. J'ai étudié le droit en prison universitaire. Obtenu mon CRFPA par correspondance. Je suis devenue avocate. Spécialisée dans la défense des victimes d'erreurs judiciaires. Ironie du sort. Mais le poison ne s'efface jamais totalement. Il ronge. Lentement. Jusqu'à ce que la haine devienne plus forte que la peur. Le déclencheur fut une lettre anonyme reçue en 2024. Une enveloppe Kraft. Sans expéditeur. À l'intérieur, des photocopies de rapports de police originaux. Jamais versés au dossier. Des analyses toxicologiques montrant clairement que l'alcoolémie relevée sur moi provenait d'un prélèvement erroné, mon sang mélangé à celui de ma mère sur les airbags. Et surtout, une note manuscrite de mon père. Adressée au médecin légiste de l'époque. Le pressant de simplifier le rapport pour protéger la famille. J'ai reconnu son écriture immédiatement. Cette boucle caractéristique sur les « i ». Cette pression excessive sur le stylo quand il est nerveux. Ce soir-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis l'accident. Pas de tristesse. De rage purée. J'ai passé des mois à reconstituer le puzzle. Contact discret avec d'anciens enquêteurs retraités. Accès aux archives scellées via une amie greffière. Preuves irréfutables, mon père avait non seulement couvert la vérité, mais il avait influencé l'enquête pour me désigner comme seul responsable. Et puis il y avait Delorme. Son avocat. Son complice. J'ai découvert qu'il avait rédigé les aveux que j'avais signés sous pression.
Il savait. Alors j'ai décidé de revenir à Paris. De me constituer partie civile dans une nouvelle procédure. Dénonciation calomnieuse. Subornation de témoin. Faux en écriture publique. Contre mon propre père. Mais pour que le coup soit fatal, il fallait que ce soit public. Spectaculaire. Inattendu. Le procès reprit après une suspension demandée par la défense. Mon père avait blêmi. Mais il conservait cette dignité froide qu'il avait toujours protégée. Delorme. Lui. Transparate abandonment. Je m'étais constitué avocate moi-même. Droit légal. Le bâtonnier avait hésité. Mais mes diplômes étaient en règle. J'avais refusé tout conseil, je voulais être seul face à eux. Mademoiselle Valois. Commença le président d'une voix encore hésitante. Vous maintenez vos accusations contre votre père. Le président Valois? Je hochai la tête. Plus que jamais. Monsieur le président. Un murmure parcourut la salle. Mon père se leva brusquement. C'est absurde. Ma fille souffre de troubles psychologiques depuis l'accident qui a coûté la vie à sa mère. Elle cherche à se venger d'un traumatisme qu'elle n'a jamais surmonté. Classique. Me faire passer pour folle. Stratégie habituelle. Je souris froidement. Troubles psychologiques? Peut-être. Mais pas au point d'inventer des preuves matérielles. Je tendis au greffier une clé USB. Avec l'autorisation du tribunal, je souhaite projeter les documents originaux jamais versés au dossier de 2010. Le président accepta. L'écran s'alluma. Les rapports toxicologiques apparurent. Les annotations manuscrites de mon père. La note au légiste. Mon père bondit. Objection. Ces documents sont des faux grossiers. Delorme le fit rasseoir vivement. Mais le mal était fait. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leurs tablettes. Les réseaux sociaux explosaient déjà. Valois-Guette faisait le tour de Twitter. Je continuai calmement. Mon père m'a demandé de porter le chapeau pour protéger sa carrière. Il m'a promis de toujours veiller sur moi. Pendant 15 ans, il n'a jamais pris de mes nouvelles. Pas une lettre. Pas un appel. Rien. Je marquai une pause, laissant le silence peser. J'ai purgé ma peine. J'ai reconstruit ma vie dans l'ombre. Lui est devenu une figure intouchable de la magistrature française. Mais la justice, La braille. finit toujours par rattraper les siens. Delorme se leva enfin. Monsieur le Président. Ma cliente, enfin. Le président Valois demande la parole. Mon père prit la parole. Voix assurée mais légèrement tremblante. Je n'ai jamais forcé ma fille à quoi que ce soit. Elle a avoué spontanément. J'ai souffert autant qu'elle de cette tragédie. Mensonge. Pur et simple. Je sortis alors la deuxième bombe. Un enregistrement audio. Obtenu légalement, conversation téléphonique entre mon père et Delorme. Enregistré avec mon accord lors d'un appel récent où je les avais piégés. Je lançai la lecture. La voix de mon père, si Camille parle. Tout s'effondre. Il faut la discréditer complètement. Parler de ses prétendus troubles. Delorme, j'ai encore des contacts au parquet. On peut classer sans suite. Silence de mort dans la salle. Mon père devint livide. Delorme baissa la tête. Le président suspendit à nouveau l'audience. La Chambre va délibérer sur la recevabilité de ces éléments. Mais je savais que le point de non-retour était franchi. Ce soir-là, les chaînes d'information en continu ne parlaient que de ça. Scandale judiciaire, un au magistrat accusé par sa propre fille. Les plateaux télé débattaient déjà, victime ou manipulatrice. J'étais devenu, malgré moi, un phénomène médiatique. Les jours suivants furent un enfer organisé. Mon père mobilisa tout son réseau. Des articles anonymes commencèrent à circuler. Camille Valois. Mythomane dangerous? Des prétendus témoins de mon alcoolisme adolescent surgirent comme par magie. Je reçus des menaces. Des appels anonymes. Une enveloppe contenant une photo de moi devant mon cabinet à Lyon. Barrée d'une croix rouge. Mais je ne reculais pas. Je décidai d'aller plus loin. Je contactai une journaliste d'investigation célèbre. Elise Marshall. Connue pour avoir fait tomber plusieurs affaires politico-judiciaires. Je lui transmis l'intégralité de mon dossier. Son émission spéciale, diffusée en prime time sur France 2, fit l'effet d'une bombe atomique. Images d'archives. Témoignages d'anciens policiers. Experts graphologues confirmant l'authenticité des écritures. Et surtout, une interview de moi. Calme. Déterminé. Sans larmes. Je ne cherche pas à détruire mon père. Dis-je face caméra.
Je cherche à rétablir la vérité. Celle qu'on m'a volée à 17 ans. Les audiences reprirent dans une tension extrême. Mon père avait changé d'avocat. Delorme s'était récusé pour conflit d'intérêts. Le nouveau conseil, une pointure du barreau parisien, attaqua sur un autre front, la prescription. Les faits allégués datent de plus de 10 ans. Ils sont prescrits. Mais j'avais anticipé. J'avais déposé plainte pour des faits continus, entrave à la justice maintenue jusqu'à aujourd'hui par le silence et les pressions. Le parquet, sous pression médiatique, ouvrit une enquête préliminaire. Mon père craquait peu à peu. Je le voyais à ses traits tirés, ses mains tremblantes quand il pensait que personne ne regardait. Un soir, il tenta de me contacter. Un message sur mon ancien numéro, Camille. Rencontrons-nous. En souvenir de ta mère. Je refusai. Mais je gardais le message comme preuve de tentative d'influence. La machine judiciaire s'était mise en marche. Lentement mais inexorablement. Le procès prit une tournure inattendue lorsque le parquet requit la mise en examen de mon père pour subornation de témoins et faux en écriture publique. Il fut placé sous contrôle judiciaire. Interdiction de quitter le territoire. Remise de son passeport. Je le vis pour la dernière fois en tête-à-tête lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction. Il avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Les cheveux blanchis. Le regard fuyant. « Camille, pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il d'une voix brisée. « Parce que tu m'as sacrifié. » Répondis-je froidement. « Tu as choisi ta carrière plutôt que ta fille. Je voulais nous protéger tous les deux. » Non. Tu voulais te protéger toi. Moi, j'étais juste collatéral. Il pleura. Pour la première fois de ma vie, je vis mon père pleurer. Je suis désolé, murmura-t-il. Si tu retires ta plainte, je démissionnerai. Je disparaîtrai. Je te laisserai tranquille. Trop tard. Je sortis de la pièce sans me retourner. Mais la vengeance a un prix. Ma vie privée vola en éclats. Les médias fouillaient mon passé. Mes anciens amis prenaient parti. Certains me soutenaient. D'autres me traitaient de parricide. Je commençais à douter. Était-ce vraiment la justice ou juste la haine? Le coup de théâtre survint lors de l'audience finale. Mon père prit la parole spontanément. Sans consulter son avocat. « Monsieur le Président », déclara-t-il d'une voix forte. Je reconnais avoir influencé l'enquête en 2010. J'ai demandé à ma fille de porter la responsabilité de l'accident pour protéger le nom de sa mère, qui souffrait d'alcoolisme chronique. Mais je n'ai jamais imaginé les conséquences sur Camille. Je plaide culpable. Un tonnerre dans la salle. Il se tourna vers moi. Je te demande pardon publiquement. Je suis prêt à assumer ma peine. Était-ce sincère, ou une ultime manœuvre pour sauver la face? Le parquet requit 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Je fus appelé à la barre pour ma déclaration finale. Je me levai. Les regards braqués sur moi. J'ai porté ce secret pendant 15 ans. Koe menaie. Il m'a rongé. M'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais plus. J'ai voulu la vérité. Coûte que coûte. Mais aujourd'hui, je marquais une pause. Aujourd'hui, je retire ma constitution de partie civile. Un cri étouffé parcourut la salle. Mon père me regarda. Incrédule. Je ne veux pas devenir comme lui. Continuai. Je ne veux pas que ma vie entière soit définie par cette haine. Je choisis de pardonner. Pas pour lui. Pour moi. Le président. Stop fate. Demanda confirmation. Je confirmai. Le procès se termina sur une relaxe partielle pour mon père. Compte tenu de ma décision. Les médias hurlèrent au scandale. La vengeance avortée. La fille qui a épargné son bourreau. On me traita de faible. De lâche. De complice. Mais je savais la vérité. 3 mois plus tard. Mon père démissionna de la magistrature. Il vendit l'appartement parisien et partit vivre dans un petit village du Lot. Loin de tout. Je repris mon cabinet à Lyon. Les dossiers affluaient, des victimes d'erreurs judiciaires. Des enfants sacrifiés pour protéger des adultes. Un soir, je reçus une lettre. Écriture tremblante. Camille, je ne mérite pas ton pardon. Mais je le prends comme le plus grand cadeau de ma vie. Je passe mes journées à lire tes articles. À suivre tes victoires en silence. Tu es devenue la personne juste que je n'ai jamais su être. Je ne te demanderai jamais de me revoir. Mais sache que chaque jour, je pense à toi. Ton père. Je pleurai. Longtemps.
Était-ce un happy end? Non. Trop de cicatrices. Était-ce une tragédie? Peut-être pas. J'avais choisi de briser le cycle. De ne pas devenir le monstre que la vengeance aurait fait de moi. Certains diront que j'ai été faible. D'autres que j'ai été forte. La vérité? Je ne sais pas encore. Mais pour la première fois depuis 15 ans, je dors sans cauchemar. La justice, parfois, n'est pas dans la punition. Elle est dans la possibilité de choisir autrement.